Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, à la une ce soir, la session totale du camp militaire de l'Homo-Nord aux forces armées de Côte d'Ivoire, les forces françaises en Côte d'Ivoire qui occupaient ce champ de tir et d'exercice militaire stratégique se retirent officiellement à compter de ce mardi 17 septembre. Les enjeux de cette session à suivre dans ce journal. En cette période de rentrée scolaire, comment s'organise la reprise des activités académiques pour les orphelins vulnérables ? L'une de nos équipes s'est rendue au village SOS d'Abobo et a pu constater l'effectivité de la rentrée pour les élèves de ce centre d'accueil et les mécanismes de financement et de prise en charge scolaire des pensionnaires. Et puis à l'étranger, le Mali, où des tirs ont retenti tôt ce matin à Bamako, un bâtiment de la gendarmerie malienne. Une zone militaire de l'aéroport de Bamako ont été visées, une base d'où sont lancés les drones de l'armée. Le JNIM, groupe terroriste lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque alors que les autorités assurent que la situation est désormais sous contrôle. La base militaire de l'Homo-Nord dans le département de Toumaudi n'est plus occupée par les forces françaises en Côte d'Ivoire. Ce champ de tir et d'exercice militaire stratégique, vieux de près de 50 ans, a été cédé officiellement ce mardi à l'armée ivoirienne. Pourquoi cette cession que deviendra ce site objet de pourparlers entre communautés villageoises qui se plaignaient de nuisances diverses et autorités administratives locales? Les réponses dans ce sujet de nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Bobby Filémon. Chef-lieu de région du Bélier. À une dizaine de kilomètres de là, l'Homo-Nord. Sur les terres de ce village depuis 1975, le champ de tir et d'exercice militaire des forces françaises, basé en Côte d'Ivoire. Sur les lieux, des éléments de la force MI bouclent les derniers détails de l'opération de cession du site aux partenaires et alliés ivoiriens. Avant, place au partage de bons souvenirs. Ici, à l'Homo-Nord. Ça porte, oui. Vous connaissez, oui. Sur place, nostalgie et mélancolie se côtoient entre des parties au voisinage parfois électrique. Le César a fait des dégâts, dépassant les limites même du champ de tir, traversant le camp. Après cela, il y a eu des doléances qui ont été présentées et que jusque-là, le 43 BIMA n'a jamais pu réaliser ça. Cette page se ferme avec ses bons mais aussi houleux souvenirs. Une autre s'ouvre avec pour nouveaux voisins les forces armées ivoiriennes, désormais maîtres des lieux, à travers cet acte de cession validé par la hiérarchie des deux armées. C'est en fait la poursuite d'une histoire commune qui a commencé quand le président Houphouët-Boigny a donné à disposition ce camp aux Français dans le cadre de la coopération de l'époque. Et puis l'histoire, comme le disait si bien le directeur de cabinet adjoint, l'histoire change, le monde change. Et aujourd'hui, en fait, on remet à disposition, on restitue ce camp aux autorités ivoiriennes et aux forces armées de Côte d'Ivoire, 48 ans après, dans le cadre d'un partenariat de coopération qui est totalement revu et rénové entre les Français et la Côte d'Ivoire. Chaque pays a progressé, chaque pays a sa maturité. Et aujourd'hui, c'est un partenariat rénové. Si cette cession marque un nouveau départ dans les relations militaires ivoiro-françaises, il ouvre une cohabitation Fassi-Rivera assortie de conditions. Là où les uns restent droits dans leurs bottes, les autres jouent la carotte. Si l'armée ivoirienne a appelé à prendre le relais, mais il faudrait qu'entre le 43e BIMA et nous, il faudrait que le contrat déjà signé soit réalisé bien avant qu'on attribue le champ de tir à l'armée ivoirienne. Concernant le champ de tir, je souhaiterais que si il y a lieu de la réouverture d'un champ de tir tout et tout, il faudrait qu'entre les autorités militaires et les choses coutumières, il faudrait qu'on s'asseye et puis que nos doléances soient prises en compte. Une cohabitation de 48 ans, il y a toujours du bon et du mauvais. Mais à notre connaissance, l'essentiel reste bon. Il y a eu quelques éléments de friction que nous attelons avec le corps préfectoral à régler. Je voulais donc compter sur vous. Le pays aura toujours besoin d'espace pour faire les entraînements, pour que nos hommes qui manipulent ces armes soient parmi les meilleurs du monde. Cette rétrocession du champ de tir et d'exercice de l'Homo-Nord, des éléments du contingent du 43e BIMA, bataillon d'infanterie de marine depuis 1975, a été meublée d'une visite guidée des locaux allant des couloirs des exercices de tir aux sentinelles, en passant par les infrastructures de soins et les points d'atterrissage d'aéronefs. De retour à Abidjan, on s'intéresse à la rentrée scolaire et on se pose la question comment s'organise la reprise des activités académiques
Pour les orphelins vulnérables, l'une de nos équipes de reportage s'est rendue au village SOS d'Abobo et a pu constater l'effectivité de la rentrée pour les élèves de ce centre d'accueil et les mécanismes de financement et de prise en charge scolaire des pensionnaires. Nadia Eja, chèque bleu. Premier trait couché. Il va deuxième trait couché. Attends, je quitte en haut. Au programme ce matin, dans cette classe de CP1 à l'école Hermann Miner du village SOS d'Abobo, un cours de graphisme. Sous l'œil attentif de la maîtresse de classe, ces tout petits issus en partie de l'orphelinat apprennent les bases de l'écriture. Le rond, c'est pour amener les enfants à écrire le A. Avec ce rond qu'on vient de voir, l'enfant pourra écrire le A. Ce A. Du préscolaire à la fin du cycle primaire, ce sont environ 82 enfants de cet orphelinat qui, aux côtés de ceux de la communauté, suivent les cours dans cette école fondée par l'organisation. Le triple d'un nombre, c'est... Très bien. Donc ce nombre, c'est x3. On continue de faire les renforcements des capacités de nos enseignants. Et à côté de ces renforcements des capacités de nos enseignants, nous avons aussi l'appui d'une équipe psychosociale. En 2023-2024, nous avons eu un taux de réussite à l'examen d'entrée en 6e de 100% au CM2. Pour les classes intermédiaires, c'est des taux de réussite allant de 80 à 90%. Une formation de qualité qui favorise de saines ambitions chez ses élèves. Les cours se passent bien, on apprend de nouveau de jour en jour. Et monsieur nous montre des techniques faciles, des techniques de calcul rapide, des choses qui peuvent nous aider dans notre vie scolaire et aussi à l'avenir. Mon but, c'est d'avoir 165 points pour pouvoir être le premier de mon école, pas seulement de mon école, mais de la Côte d'Ivoire. En plus des élèves du premier cycle, d'autres pensionnaires du village SOS d'Abobo poursuivent leurs études au secondaire et au supérieur avec un coût de la prise en charge scolaire estimé à environ 45 millions de francs CFA pour les 3 cycles. Ce montant est financé à 95% par les ressources tirées du système de parrainage et des donations. On peut parrainer un enfant à hauteur de 5 000 francs le mois, ce qui revient à un total de 60 000 francs dans l'année. On peut parrainer une maison familiale à hauteur de 25 000 francs le mois, ce qui fait un total de 300 000 francs l'année. Et des personnes morales ou physiques peuvent aussi appuyer le village à travers ce qu'on appelle le parrainage village, qui est de 3 millions de francs CFA par an. Tout cela mis ensemble nous aide à financer, sans oublier que d'autres donateurs peuvent se trouver aussi à l'extérieur du pays. Donc on vit essentiellement de donations. Soucieux d'offrir un avenir meilleur à ses enfants, ayant perdu la prise en charge parentale, ce centre d'accueil qui ne bénéficie pas pour l'heure de subventions de l'État appelle à un engagement de tous dans cette noble cause. En termes d'intégration, on peut se féliciter de ce que parmi nos enfants encadrés, on a aujourd'hui des officiers de l'armée de Côte d'Ivoire, on a des médecins, on a des professeurs, on a des instituteurs. Voilà. Nous serions heureux de voir des professeurs d'anglais, des professeurs d'espagnol, des professeurs de mathématiques apporter leur contribution à la mission de l'organisation en contribuant donc au renforcement scolaire de nos enfants. Le taux d'insertion professionnelle des jeunes sortis du village SOS d'Abobo est estimé à 56%. À l'instar de cet orphelinat, plusieurs autres attendent en cette rentrée scolaire une action charitable des personnes et organisations de bonne volonté voulant contribuer à l'éducation des plus démunis. À la suite des nombreux effondrements et leur lot de drames, le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire donne de la voix. L'organisation a dénoncé ce mardi à Cocody les cabinets illégaux ainsi que les non-professionnels du métier qui exercent en toute impunité dans notre pays. Une situation préjudiciable pour l'Ordre des architectes, mais surtout pour les populations qui en paient le lot tribut quand il y a des drames. Pierre Dipomela, Tanguy Conan. Préparer, signer des plans et devis relatifs à la construction, agrandissement ou modification de bâtiments assujettis à la loi relative à la profession d'architecte, prendre le titre d'architecte ou utiliser une désignation susceptible de laisser croire qu'on est architecte, prétendre ou laisser croire qu'on peut agir comme un architecte, utiliser des plans ou toute pièce écrite qui n'est pas signée par un architecte, sont entre autres les formes les plus fréquentes d'exercice illégal et d'usurpation de titres constatées par le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Le président du CNOA tape du poing sur la table.
l'Ordre des architectes lance un sérieux avertissement à tous ceux qui exercent illégalement la profession et à ceux qui utilisent frauduleusement le titre d'architecte et les appelle à arrêter d'évoluer en eau trouble sous peine d'être dorénavant poursuivis devant les juridictions. Ce désordre est aggravé par la présence de cabinets étrangers qui exercent en toute illégalité. Nous avons fait le triste constat qu'il existe en Côte d'Ivoire des cabinets regroupant plusieurs dizaines d'architectes étrangers sans qu'il y ait un seul architecte ivoirien dans ces cabinets. Ces cabinets assurent actuellement des projets de construction et bénéficient de complicité interne et externe. Ils doivent comprendre que pour exercer à temps plein sur le sol ivoirien, il leur faut respecter les dispositions réglementaires en vigueur. Il nous faut donc repérer les cabinets illégaux, dresser une liste des architectes non agréés et assurer une police professionnelle. Le Conseil national de l'Ordre des architectes veut désormais sévir. Le président du Conseil de l'Ordre des architectes a aussi interpellé les clients ou maîtres d'ouvrage qui ne s'attachent pas les services des professionnels. Une situation à laquelle fait face ce jeune entrepreneur en bâtiment. La plupart de ceux qui sollicitent ces services brûlent les étapes jugées trop nombreuses et trop coûteuses. Notre rôle en tant qu'entreprise de construction est de récupérer les plans de l'architecte pour exécuter, mais sous le contrôle de l'architecte qui est en amont, des bureaux d'études, bureaux de contrôle, de l'OPC jusqu'à notre niveau. Quand le maître d'ouvrage regarde tous ces frais qu'il y a à régler, il peut faire contourner tous ces différents intervenants-là qui sont vraiment importants pour la réalisation du projet. Les honoraires d'un architecte en Côte d'Ivoire sont évalués à 10% du coût du projet. L'activité étant libérale, le pourcentage est revu à la baisse selon l'ampleur du projet. Ils sont toujours nombreux les clients qui rechignent à confier leur projet au cabinet d'architectes. Pourtant, la loi fait désormais obligation aux maîtres d'ouvrage d'avoir recours à un architecte et un ingénieur conseil avant toute construction de bâtiments. Eux ont bénéficié d'une promotion immobilière régulière, mais souffrent d'un autre problème. Les habitants et propriétaires de la cité Batim, Ndo-Kouakoute, dans la commune d'Abobo, dénoncent l'occupation anarchique de la voie d'accès à leur cité et d'un site contigu à leurs habitations par des artisans mécaniciens et ferrailleurs suite au déguerpissement du site d'Anador et environ. Quels sont les désagréments que ces nouveaux voisins causent aux habitants de la cité Batim? Comment sont-ils arrivés là et à qui appartient finalement le site? On en sait plus dans ce reportage de Mardoché Kwasi et Joseph Zécré. Cité Batim à Ndo-Kouakoute, dans la commune d'Abobo. La quiétude de la centaine de familles qui logent dans cette cité est perturbée depuis quelques semaines. Les artisans ferrailleurs et mécaniciens garagistes déguerpis des sites d'Anador et environ sont venus s'installer tout au long de la voie d'accès au quartier, mais aussi sur un site contigu aux habitations de la cité. Des nouveaux voisins dont la présence commence à embarrasser les riverains qui disent subir pas mal de désagréments. Avec ce dernier déguerpissement, nous constatons que ce site est vraiment colonisé, envahi. Et non seulement le site est envahi, et nous, propriétaires de maisons, nos enfants, nos épouses, nous sommes en danger. Parce que les effets collatéraux de leur installation sur ces sites-là commencent à nous créer beaucoup de désagréments. Les nuisances sonores, 24 heures sur 24, nous ne pouvons pas dormir. Ça, c'est un. De deux, l'insécurité. Nous, en tant que travailleurs, cela nous amène à ne pas aller au travail comme il se doit. Parce que tu ne peux pas aller au travail, laisser ta famille dans l'insécurité. C'est pourquoi nous en appelons à la magnanimité du président de la République, du Premier ministre, des ministres concernés et de la mairie d'Abobo, de nous venir en aide. Du côté des garagistes qui estiment être en droit d'occuper ce site, on met tout en œuvre pour faire valoir ce droit et favoriser une cohabitation pacifique avec les riverains. Les riverains se plaignaient, ils disaient qu'ils étaient dans l'insécurité parce que nous sommes venus les envahir. Donc, après le déguerpissement, on est venu en nombre de personnes. Bon, vous voyez, donc ils ont eu un peu peur, ils ont pensé qu'on est venu les envahir, donc ils n'étaient pas en sécurité, donc il fallait une marge de sécurité pour qu'ils puissent mener à leurs occupations, pour que les enfants soient à l'aise. Donc ils sont allés à la mairie, et la mairie est revenue nous voir, donc on est allé comme c'est des frères, on est allé les voir, on a tracé, on a fait une petite marge pour qu'ils puissent
être à l'aise et puis bon, c'était tout. Aujourd'hui, non, on pense qu'on est installé définitivement, mais c'est verbal. C'est de façon verbale qu'on a dit de venir s'installer définitivement. Moi, je pense que les autorités, au moins, devaient nous donner des bouts de papier, des lettres pour dire qu'à partir de cet instant-là, la parcelle vous appartient, vous ne quittez plus ici. À la Direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat du ministère du Commerce et de l'Industrie, les choses sont claires. Ce site n'appartient pas à Batim, qui y a renoncé, pas plus qu'aux mécaniciens garagistes qui n'ont pas le droit de s'y installer. Le message a été qu'ils ne pouvaient pas s'installer sur le site en question dont vous parliez, parce que c'était à proximité. Et nous-mêmes, nous avons échangé avec eux pour leur dire que le site n'était pas approprié, qu'il ne fallait pas qu'ils s'installent là. Ce site même est le site sur lequel le ministère envisage construire la case moderne, qui est un ensemble d'ouvrages qui entre en harmonie avec l'aménagement de la zone et qui permettra de pouvoir non seulement permettre d'offrir un cadre de travail décent aux artisans, mais également qui va éviter que les riverains puissent souffrir des nuisances que ceux d'Anador connaissaient. Dr Yao Silver-Conan a également tenu à rassurer les habitants de la cité Batim sur les dispositions en cours pour le départ définitif des garagistes du site en question. Non sans oublier d'inviter les garagistes à se conformer aux dispositions prises en leur faveur, à savoir leur installation sur un site à eux dédié d'une superficie de 2 hectares pour mener en toute quiétude leurs activités. Dans l'actualité politique, la réunion samedi à Abidjan de l'Union des femmes du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP et de l'Union des jeunes du COJEP qui ont demandé aux autorités ivoiriennes de rétablir leur président dans ses droits civiques et politiques. À l'issue d'un congrès, l'ancien leader de la Galaxie patriotique qui s'exprimait à ses assises a indiqué qu'il prendra toute sa place dans le débat politique. Les précisions de Salif Yalekwe. Les jeunes femmes et les femmes du COJEP ont plaidé samedi auprès des autorités politiques de réinscrire le nom de leur président sur la liste électorale. L'UF-COJEP, l'Union des femmes du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, et de l'UJ-COJEP, l'Union des jeunes du COJEP, ont fait cette déclaration au terme de leur premier congrès qui avait pour thématique centrale « Présidentielle 2025, rôle et mission des structures spécialisées du COJEP ». À cette occasion, le président du dit parti, Charles Blé Goudé, est revenu sur ses ambitions pour les prochaines élections prévues en 2025. C'est une victoire judiciaire. Mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité morale. La responsabilité morale me conduit à rassembler, à consoler, à mettre ensemble, à aller là où il faut pour essuyer les larmes. Ça ne fait pas de moi un petit. Attendons et réfléchissons, cherchons celui qui va rassembler les Ivoiriens. Si c'est moi, je l'assumerai. Et je souhaite que ce soit moi. Si ce n'est pas moi, que c'est une autre personnalité, je vais mouiller le maillot pour que cette personnalité gagne les élections en Côte d'Ivoire. Là où la Côte d'Ivoire est en jeu, mes intérêts s'inclinent. Je suis Charles Blé Goudé. J'aime ce pays. Ce congrès a exhorté enfin les autorités ivoiriennes à créer les conditions d'élections inclusives et transparentes, gage d'une paix durable en Côte d'Ivoire. En bref et en images, la France insoumise a porté devant l'Assemblée nationale un projet de destitution du président de la République française Emmanuel Macron, une requête jugée recevable par la Chambre basse de ce pays. Même la procédure n'a presque aucune chance d'aboutir. On en saura un peu plus dans nos prochaines éditions. Sur le continent, toujours à l'étranger, le Mali, où des tirs ont retenti tôt ce matin à Bamako, un bâtiment de la gendarmerie malienne et une zone militaire de l'aéroport de Bamako ont été visés, une base d'où sont lancés les drones de l'armée. Le JNIM, groupe terroriste lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque alors que les autorités assurent que la situation est désormais sous contrôle. Les premières détonations ont été entendues aux environs de 5 heures, heure locale et en temps universel, ce 17 septembre 2024, dans la capitale du Mali. 2 lieux ont été attaqués de façon simultanée, l'école de gendarmerie du quartier de Faladier, où les tirs ont duré environ 3 heures, et une zone militaire de l'aéroport de Bamako-Sénou. De sources judiciaires, les militaires devant comparaître aujourd'hui devant la cour d'assises
dans le procès très attendu des affaires de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires surfacturés, était justement détenu dans l'école de gendarmerie de Faladier. Plusieurs sources sécuritaires maliennes confirment et précisent qu'en plus de l'école de gendarmerie, c'est la base 101 située dans la zone aéroportuaire qui a été ciblée. Une base militaire d'où sont lancés des drones de l'armée malienne et où sont également stationnés des hommes du groupe Wagner. Après une période d'accalmie, les combats ont repris en début d'après-midi à l'aéroport, selon plusieurs témoignages. Dans 2 communiqués diffusés en fin de matinée et en début d'après-midi, la Katiba Massina de Jnim, liée à Al-Qaïda, prétend avoir pris le contrôle de l'aéroport militaire, causé d'énormes pertes en vie humaine et en matériel, infligé de lourdes pertes aux mercenaires de Wagner et détruit de nombreux aéronefs et véhicules. Dans le journal de 13h de l'ORTM, la télévision d'État, le chef d'état-major général des armées, le général Oumar Diarra, a affirmé que les terroristes infiltrés avaient été neutralisés sans préciser leur nombre et assuré que les recherches de complices se poursuivaient. L'image d'un présumé assaillant abattu a été diffusée, ainsi que celle de quelques armes et d'une vingtaine de suspects entassés dans une cour. Le général Diarra a promis des enquêtes et appelé les populations à éviter les amalgames pour que personne ne soit stigmatisé. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.